Allez, c'est parti. Ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et là, on revient donc se retrouver depuis ma cuisine en direct live pour un sujet important qui me tient à cœur parce qu'il est très actuel dans ma vie en ce moment. Et pour en parler, j'ai fait venir alors pas une experte, mais disons que ça fait un petit moment qu'elle chemine sur ce sujet-là, que vous voyez donc dans le titre, sur le TDAH. On va parler du TDAH. Donc j'ai fait venir Charlotte Hello, hello. qui, que vous avez déjà entendu donc à moult reprises dans ce podcast, et entre autres comme sujet d'expertise qu'elle a bien pensé, on va dire, c'est le TDAH. On pourrait presque dire que c'est un trait de personnalité. C'est presque un trait de... This is my whole personality. Voilà, donc du coup, je l'ai fait venir parce que donc moi j'ai été récemment diagnostiquée comme ayant le TDAH. Je sais même pas exactement la formule. On a un TDAH ou on est TDAH? C'est un trouble, donc tu peux être un trouble si tu Je veux. suis le trouble. Mais a priori, tu as un trouble. D'accord, voilà. C'est pour ça qu'elle est venue. L'encyclopédie est là. Voilà, le Becherel. Le Becherel du Tada est là. Ah oui, alors, petite parenthèse d'entrée de jeu. On va pas dire TDAH à chaque fois parce que c'est chiant à dire et qu'on a pris le réflexe avec Charlotte de dire Tada. 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 Parce que c'est ce qu'ils disent, si on le dit à fun. l'anglaise, c'est fun, et si on le dit à l'anglaise, ça fait un peu plus... c'est plus fun que juste un TDAH, quoi. Oui, même, on se comprend, en fait, c'est ADHD en anglais, donc c'est même pas à l'anglaise, donc, oui, mais c'est juste que pour nous, en fait, voilà, TADA, c'est TDAH, et en plus, déjà c'est un petit peu fun, et puis le H, il est par rapport à l'hyperactivité aussi, et a priori, on dit d'ailleurs plutôt TDA, en fait, et le H, c'est pour vraiment les gens qui ont l'hyperactivité. Toi, a priori, t'es un type combiné. Ouais, je suis un type combiné, ouais. C'est ça, ce qui est extrêmement fréquent. Voilà. Donc c'était une petite intro, mais d'abord, je vais proposer à Charlotte de se réintroduire avec son contexte personnel par rapport au TADA, donc, et j'enchaînerai avec le mien ensuite. Beaucoup, déjà. Par rapport... Est-ce que tu veux que je me réintroduise complètement ou juste par rapport au TADA, du coup? Peut-être refais une petite intro de toi-même, parce que je pense que ce podcast pourra atteindre des personnes qui n'ont pas forcément écouté mes épisodes avant. Ok, ouais. Je vais contextualiser un petit peu alors. Du coup, avec Adélie, on se connaît depuis qu'on a 4 ans et quelques. Donc ça commence à faire un bail et du coup je pense que je partage avec elle aussi. Bon, on a une amitié assez forte pendant à peu près tout du long depuis qu'on se connaît. Mais c'est vrai qu'à l'âge adulte, c'est chouette aussi, on développe des activités artistiques, on développe sa personnalité aussi, donc voilà, quoi, là je pense qu'on est assez proche dans notre amitié. Moi, je me décrirais comme artiste et chercheuse d'emploi. Voilà, actuellement. Pour plein de raisons, dont peut-être le TADA, qui sait. Mais voilà, quoi, mon expérience par rapport au TDA, on va dire. Moi aussi, j'ai un trouble combiné. Et je suis diagnostiquée depuis septembre 2023 et sous traitement depuis à peu près début novembre 2023 de la même année, parce que j'ai eu un rendez-vous avec le cardiologue hyper prompt, on va dire. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est passé à la fois assez rapidement, mais que ça fait depuis, là j'ai compté, ça fait depuis à peu près 2015 que je fais des recherches au final. Donc c'était peut-être pas si rapide au final, on va dire que c'est diagnostic rapide, mais avec beaucoup de recherches en amont pour essayer de comprendre un petit peu. Et voilà, quoi, je pense que ça résume assez bien mon contexte actuel. Ok, très bien, merci beaucoup. Et donc du coup, moi, mon contexte, en fait, je ne suspectais rien du tout de ce trouble jusqu'à ce que justement Charlotte commence à cheminer dessus et que, me connaissant très bien, parce que voilà,
On se connaît depuis presque 30 ans maintenant. Mm. Faudra qu'on fasse quelque chose pour les 30 ans, meuf. Et donc elle me connaît très bien, limite presque mieux que je me connais moi-même par moments. C'est vraiment mon disque dur externe. Surtout ces dernières années, Ça quoi. arrive. Et donc elle m'a dit, mais tu sais, moi je pense que y a moyen que tu sois sur... Oui. Ouais, y a moyen que t'en sois, tu vois. Ah ouais. Et au début, c'est vrai que j'étais un peu... j'ai réagi, je pense, un peu comme beaucoup de gens, où je me suis dit, non, mais c'est un phénomène Barnum. Voilà, c'est vrai qu'au début, j'ai réagi par rapport à moi, hein, pas par rapport à toi, mais par rapport à moi, en mode non, mais peut-être pas, peut-être que je suis juste en... en PTSD, tu vois. Oui, je pense que je me rappelle d'un moment où t'es là en mode non, mais franchement, je me débrouille et tout. J'arrive quand je travaille, ça va. Et tout va bien. Le déni. Ouais, ça va, c'est pas forcément facile, mais c'est pas facile pour tout le monde. Enfin, anyway. Non, mais j'étais dans le déni, le plus total, hein, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'au début, je m'étais fait des réflexions en mode non, mais c'est bon, c'est assez galère, je vais pas en plus me rajouter un handicap. Enfin, j'étais vraiment un petit peu, au début, j'étais un peu réfractaire. C'est vrai. Par rapport à moi. Par rapport à toi, il y avait pas de souci, mais par rapport à moi, j'étais pas sûre de vouloir m'embarquer dedans à ce moment-là de ma vie. Et c'est vrai que quand j'ai voulu quand même commencer le processus de diagnostic et tout, il y a 1 an, du coup, en fait, quand j'ai voulu vraiment commencer, ça s'est pas bien passé du tout. Le premier praticien vers lequel j'ai été redirigée par... Déjà, le CTCC, t'as pas réussi à prendre rendez-vous et t'étais là, oh. Et voilà, t'as appelé une fois. Non, c'est pas un reproche non plus, mais ça me fait rire sur le moment parce que t'étais là en mode... T'as d'une certaine façon presque eu un appel téléphonique où il y a eu une incompréhension. Et du coup, ton réflexe, ça n'a pas été ouais, je vais y aller en personne et tout, ou alors non, mais je vais les rappeler, il y a sûrement une erreur. C'était vraiment le tada en mode ça a bugué, je me suis pas sentie bien, et pour des raisons complètement irrationnelles, je ne peux vraiment plus jamais parler à ces personnes. C'est ça, c'était vraiment un rejet. Il y avait vraiment un côté aussi de non, mais je suis submergée par le process, je comprends pas ce qu'il faut faire, dans quel ordre. Rien n'a de sens dans ma tête. Donc, c'est vraiment pas neurodivergent, ça, quand même. Pas du tout, mais pas du tout. Non, mais c'est vrai que c'est franchement, c'est vraiment le case in point en fait, parce que c'est vrai que au début, donc j'étais allée voir ma médecin traitant pour lui parler que je voulais entamer un processus de diagnostic, parce que la psy à Pôle emploi m'en avait parlé, ma naturopathe m'en avait parlé, mon médecin traitant m'en avait parlé, et toi tu m'en avais parlé. Donc ça commençait à faire pas mal de gens qui me disaient ça serait bien que tu ailles voir par là. Oui. Et le truc, c'est que cette médecin traitant, elle m'a référée à un médecin soi-disant référence sur Toulouse, mais qui personnellement, moi, m'a trauma. J'ai été très mal prise en main. C'est ça. Non, mais c'était atroce. C'était atroce. À chaque fois que j'en parle de façon anonyme, tu vois, franchement, les gens ils sont là en mode c'est quoi ces gens? Non, mais vraiment, et le pire, c'est que quand tu tapes personne référente TADA sur Toulouse, c'est son nom qui sort. Et en fait, donc quand je suis arrivée chez eux, parce que du coup, faut d'abord passer par un psy, et après c'est un process que moi j'ai mis du temps à saisir. Charlotte peut-être intervient sur le process. Si tu veux, juste fais ton process, et après j'en parlerai un petit peu plus derrière, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de circonvolutions entre guillemets, parce que justement en fait, moi je t'avais dirigée vers un centre. Le centre, est-ce qu'on me dit le nom ou pas? Du coup, pas forcément. C'est un centre spécialisé pour ça. C'est un centre, du coup, avec plusieurs psychologues. Et du coup, en fait, moi, j'avais trouvé que c'était la façon la plus streamlinée, on va dire, pour justement accéder à ce diagnostic. Et en fait, je pense que le fait d'être rebuté par cet endroit-là, du coup, ça t'a fait partir sur d'autres choses et tout, pour essayer de trouver ta propre façon. Ce qui est très neurodivergent d'ailleurs aussi, tu vois, de justement se dire la façon des autres, même si ça marche, ça va pas forcément me convenir, même si après tu peux y revenir et que ça s'est bien passé. C'est très neurodivergent en fait, justement, de buter sur les recommandations que les gens nous font, en fait, même si on se dit consciemment en mode que c'est une bonne idée. C'est normal d'avoir cette sensation que
on doit trouver son propre moyen de faire, tu vois. Même si après, du coup, on se dit, ça a rien à voir l'un avec l'autre, en fait. Bah, c'est vrai que au début, c'est vrai que vu que je savais que toi t'étais sur le chemin, je t'avais demandé quoi faire et en fait, je sais pas, mon cerveau il était en refus de compréhension de ce process. Du coup, je me suis dirigée vers un médecin traitant qui m'a dirigée vers ce médecin-là. Et petit moment témoignage. Donc du coup, je suis d'abord reçue par la psy du cabinet qui allait faire un screening d'abord avec moi, me faire répondre à des questions et faire remonter le résultat à ce médecin-là. Et donc en fait quand j'arrive, bon déjà l'endroit give me the creeps, vraiment c'est un endroit qui m'a pas du tout inspiré pour dire les choses clairement. Et mon corps directement m'a dit fais demi-tour, reste pas là quoi, et vraiment j'aurais dû l'écouter. Donc je rentre, la personne, la psy qui est assez jeune me reçoit. Et en fait, elle me fait passer, elle me pose quelques questions en cochant des cases sur une feuille. Et après, elle me dit bon bah ok, tenez, voici, je vous donne ceci. Vous allez les faire dans une salle à côté qui en fait était une sorte de glorified cupboard, vraiment genre un placard un peu grand avec une fenêtre et un gros fauteuil en rotin au milieu. Et c'est tout ce qu'il y avait dans la salle. Et donc je rentre, je remplis, sauf qu'elle me laisse y aller avec mon téléphone, mes affaires et tout, donc c'est très facile en soi de tricher en fait. Si j'avais voulu, j'aurais pu totalement cheater sur les réponses. Donc je cause mes petites caches, tout ça machin, sachant que c'était aussi des tests qui étaient clairement traduits de l'anglais et mal traduits. Il n'y avait aucun effort fait de se rapproprier, enfin c'était peut-être standardisé, mais en tout cas la traduction était vraiment mauvaise. C'était pas la diva du coup, Non, c'était c'était juste pas la un diva. screening, on va y revenir Oui, dessus. on va vous expliquer tout, vous inquiétez pas, mais oui voilà, c'était Ouais, pas la diva, oui. c'était un autre truc. Et donc je fais les réponses, et une fois que j'ai fini, elle m'a dit bah écoutez, vous pouvez les laisser là, je les récupérer. Et sauf que le truc c'est que la salle elle était ouverte aux 80, c'était pas fermé à clé, il y avait des renseignements personnels sur ces feuilles-là, et elle m'avait même suggéré de carrément les laisser dans la salle d'attente si je préférais. Et donc moi j'étais là, ben non en fait, et donc du coup j'ai attendu qu'elle ressorte de son bureau et je lui ai donné en main propre. Parce qu'il était hors de question que je laisse mes données comme ça confidentielles en libre accès quoi. Bah, ça je suis complètement d'accord parce que c'est un grand manque de professionnalisme et encore des fois par rapport aux traductions, des tests, des screenings comme ça et tout. Même si c'est mal traduit, bon, on va dire qu'ils font avec ce qu'ils ont aussi, et si c'est quelque chose qu'ils trouvent que c'est efficace, pourquoi pas, mais c'est vrai que le manque de professionnalisme, juste de laisser ces informations comme ça, effectivement, c'est pas très sérieux, et en dehors de ça, comment dire, ça fait... Si déjà ils sont vieille école sur la façon de traiter tes données, en fait, juste comme ça, et même tes résultats de tests, sur lesquels tu pourrais aussi avoir des questions, ce qui est très important d'ailleurs, parce que c'est... je trouve ça pas très intelligent non plus, qu'il n'y ait pas forcément de professionnels, même si ça fait gagner du temps, entre guillemets, pour eux. Ça fait que c'est une qualité extrêmement médiocre. J'aimerais noter quand même, quand on vous laisse passer des tests en autonomie, à moins que vous le demandiez expressément, parce que il peut des fois y avoir aussi des expressions de neurodivergence ou de pudeur interne, en fait, où on peut avoir du mal à s'exprimer quand on se sent perçu. Donc c'est complètement mais c'est complètement différent de demander un isolement plutôt que de juste être isolé par défaut. Parce que justement, la neurodivergence peut faire, et c'est pas juste le TDA, peut faire qu'on a du mal à interpréter les réponses. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on vient si tard dans l'âge adulte, parce que on pense qu'on a des réponses classiques alors qu'on ne les a pas, et du coup, voilà, donc c'est important d'avoir un professionnel avec qui se tourner pour justement donner des réponses authentiques par rapport à notre ressenti. Et peut-être que si on vient chez un psy, ou si on demande ça, en fait, c'est parce que on a une relation assez ambivalente ou compliquée avec son propre ressenti. Donc des fois aussi, le professionnel de santé, il est là pour indiquer le but de la question. Parce que voilà, quoi, il y a plein... on voit passer même plein d'exemples une fois qu'on est un petit peu, mettons, sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Il y a plein de gens qui sont du coup extrêmement neurodivergentes, qui pourraient se dire « Ah non, mais ça, je le fais normalement. » Sur une échelle de 1 à 5, est-ce que ça, vous pensez que c'est
que vous êtes stressé, anxieux, machin et tout, et du coup une personne peut se dire ah non, ça va dans cette situation-là. Par contre, dans toutes les autres, c'est la panique totale, mais dans celle-là de cette petite question, non, pas du tout, et tout, enfin, c'est complètement... Ouais, faut quelqu'un qui soit apte à déjà faire ce genre de test, et clairement là c'était pas le cas, et je suis ressortie vraiment... Là, c'est ça, qu'au même se dire waouh, enfin par exemple on peut se dire ah, elle remplit vachement vite les questions et tout, est-ce qu'elle les a bien lues, est-ce qu'elle les a bien compris, est-ce que c'est parce qu'elle est stressée, enfin il y a plein de choses en dehors de juste la réponse à la question. En soi, pour moi c'est pas une question de prendre son téléphone ou des choses comme ça, parce que c'est pas quelque chose sur lequel on peut tricher, et bon, au pire, on va dire, c'est pas... Au pire, t'aurais trouvé des réponses sur Internet, entre guillemets, ça aurait rien déclenché, parce que de toute façon, c'est des psychologues, ils ont pas le droit de délivrer des médicaments. Et, enfin, voilà, si tu... Donc, c'était pas une question, je pense, de triche, mais c'est plus important d'avoir un professionnel pour, justement, guider et screener ton comportement, et pas juste des réponses sur le papier. Billy sauvage. On va arrêter un peu les jeux, je vais aller poser là. Un petit Billy avec beaucoup d'énergie. Oui, dans un 40 mètres carrés. Non mais oui, c'est vrai que c'était pas du tout, enfin je l'ai même vu de suite, c'était pas du tout une façon professionnelle et respectueuse de gérer quelqu'un qui vient en plus pour ce genre de troubles. Ouais. Et je suis ressortie de là vraiment en me sentant trahie, limite violated, tu vois, genre c'était vraiment... Oui, tu leur as fait confiance, et c'était déjà difficile aussi pour toi de faire toute cette démarche. Oui, c'était difficile. C'était loin, ça t'a demandé de prendre du temps, tu l'as anticipé, tu l'as attendu même et tout, parce que tu l'as pas eu tout de suite le rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est difficile de pas se sentir bien considéré, en fait... quand on a mis autant d'efforts, et que justement on vient dans un lieu où on vient aussi avec de la vulnérabilité en fait par rapport à sa propre condition et sa propre psyché. Oui, puis en plus de ça, il m'avait dit oui, recontactez-nous dans 15 jours, on aura fait les résultats et on pourra enchaîner avec la suite. C'est à eux de te contacter, apparemment, c'est n'importe quoi. Et moi là j'ai tellement bugué, tu vois, et donc bon, du coup ça m'a refroidi pendant plusieurs mois, jusqu'à la fin d'année 2024 où je me suis sentie à nouveau prête pour me remettre dedans. Et donc là, cette fois... neurologue. Il y a eu le neuro... Ah oui, oh putain, c'est vrai. Et le neurologue de l'enfer. Oh là là. Ça, pour le coup, je t'avais dit, hein, c'est général. Oui, alors c'est vrai que du coup, je me suis dit, je vais voir ce qui se passe au niveau cérébral, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai des problèmes de mémoire, en fait, des problèmes de mémoire immédiate, des problèmes de stockage de données, parce que j'ai le cerveau plein et que j'arrive pas à le vider. Et j'ai eu peur que ce soit dû à un problème neurologique. En fait, non, c'est juste que je suis en état de survie constant et que j'arrive pas à en sortir. Mais du coup, voilà, je suis allée voir ce neurologue, et vraiment, il m'a chié à la gueule. Genre vraiment, il m'a absolument pas respectée. En gros, la séance, ça s'est fini par... Il m'a dit, mais en fait, vous avez juste besoin de faire des siestes, madame, faut que vous dormiez plus. Et je disais, mais connard, c'est pas du tout le propos. Enfin, il avait rien compris, vraiment, c'était horrible. Ça m'avait énervée, mais au plus haut point. Donc pareil, ça m'avait refroidi encore pendant quelques temps. Tu m'étonnes. Parce que vraiment, c'était vraiment en plus le typique homme blanc, middle-aged, qui connaît rien à rien, aucune sensibilité, aucune compassion. Et vraiment, il m'a pris pour une teubée, quoi. Il m'a dit, mais madame, vraiment, faut faire des siestes, en fait. J'étais là, mais vraiment, mange tes morts, quoi. Franchement, les neurologues, je pense qu'à part si on a une encéphalite, franchement... ils sont à peu près, enfin pas inutiles et tout, au sens où bon, j'imagine qu'ils sont utiles pour plein de personnes et tout, et même dans le cadre de troubles du sommeil ou de choses comme ça, vraiment très très avancés, et plus avancés même que ce que tu as, même avec des difficultés des fois d'endormissement. Voilà, je pense que c'est utile de plein de façons, sauf que il y a... On va dire qu'ils sont utiles quand ce sont des troubles qui apparaissent sur on va dire le maillage cérébral, mais en fait on se rend compte de plus en plus que c'est pas très facile d'identifier juste avec, mettons, un scan ou un IRM, ou choses comme ça. En fait, on ne peut pas complètement identifier beaucoup d'expressions de neurodivergence.
Oui, non, mais de toute façon, clairement, là, Ouais. et c'est un peu le truc, ça m'a à la fois vaccinée et ça m'a à la fois déterminée à me dire, Ouais. ok, faut que je passe par le chemin, à nouveau, que je réessaye le chemin que Charlotte a fait. Ouais. Et elle a été très gentille et m'a vraiment On pris y par la allait main. ensemble, littéralement. On J'ai y- pris par la main pour t'emmener dans le centre. Elle m'a littéralement pris par la Ah. main. On y allait ensemble Ah parce que oui. sinon, c'est vrai que Ouais. j'étais submergée par le process et j'étais Ouais. trauma par mes autres expériences. Et donc là, clairement, j'avais besoin de juste prendre ma main et suis-moi, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, ça s'est très bien passé. Ça a été super smooth, super rapide. Et du coup, bah, j'ai été diagnostiquée. C'était genre début d'année, je crois, 2025. Non. Ah non, fin d'année. Moi, je non. pense qu'on est plus sur du peut-être octobre. Oui, novembre, c'est ça. En hein. fait, on y allait en octobre. Du coup, oui, c'est ça. On je me y rappelle. allait entre septembre et octobre, quelque chose comme C'était ça. octobre parce qu'on Puis avait. après, peut-être début d'année, t'as eu le cardiologue. Ouais, c'est pour ça. J'ai bugué. C'est parce qu'en fait, j'ai eu le rendez-vous avec donc la psy. Elle a tout de suite vu que j'étais clairement de la partie. Psychiatre. Et psychiatre. Oui, j'ai dit psy, mais j'ai pas précisé. Mais du coup, elle a été tellement sûre du diagnostic qu'elle m'a dit dès le premier rendez-vous, elle m'a fait une ordonnance pour le cardiologue pour, dès le début, en fait, booker le cardiologue. Parce que du coup, ça sous-entendait un traitement donc, de Ritaline qui peut faire accélérer le rythme cardiaque, entre autres. Bah, voilà, en dehors de ça, en fait, ça peut créer aussi, mettons, des palpitations. Donc, en fait, c'est juste un rendez-vous qui est de routine pour évaluer si le patient a des antécédents déjà et si le patient a une santé cardiaque suffisante. Voilà quoi, il y a plein de gens pour lesquels ça passe très très bien. Après, il y a quelques autres contre-indications sur lesquelles on pourra revenir. Mais c'est la contre-indication principale sur laquelle il faut un avis tiers de professionnels de santé. Après, à part ça, s'il y a une bonne circulation du sang et s'il n'y a pas de comorbidité, mettons, qui viendrait... mettons, moi, j'ai un petit peu des problèmes de thyroïde. Donc, par exemple, on surveille et ça m'a fait changer mon dosage en termes de traitement, par exemple. Donc voilà, c'est un petit peu à surveiller avec d'autres professionnels de santé, mais il y a beaucoup de personnes pour lesquelles ça a, on va dire, des effets secondaires très légers ou manageables. C'est ça, c'est pas un traitement qui va créer une addiction ou une accoutumance comme ça violente, c'est vraiment un... Ouais, on en reparlera parce que tu sais que, comme je te disais, tu sais, le vocal que je t'avais fait et tout, je trouvais que c'était intéressant parce que ça crée, la sensation que ça crée. Il n'y a pas une accoutumance au sens où... voilà qu'on est là avec la bave aux lèvres en train de chercher sa dose quoi. Mais il y a quand même une habitude, des chemins neuronaux qui se créent et voilà quoi. Je sais pas à quel point on pourra retrouver ou citer des études mais j'avais lu quelques études aussi comme quoi par exemple par rapport à des patients qui avaient pris le traitement en tant qu'enfants en fait, justement en fait ils avaient on va dire un développement sur certaines fonctions cognitives plus avancé que des patients qui le prenaient à l'âge adulte. Oui, mais c'est que forcément tu réagis pas pareil. Mais en fait, non, mais c'est là en fait c'était une question de ses habitudes neuronales en fait. Oui, mais justement en apprenant tôt dans l'enfance, c'est un game changer en fait par rapport à nous qui le prenons sur la trentaine, je pense. Après, ça dépend aussi parce que c'est des... peut-être c'est un game changer au sens où ça a amélioré certaines fonctions cognitives qui étaient affectées par le trouble de l'attention. Après, il y a quelques études, mais bon voilà, encore une fois, je vais pas forcément trop m'aventurer là-dedans, parce que je suis pas forcément ni universitaire, ni extrêmement qualifiée de ce côté-là. Mais il peut y avoir un petit peu plus des troubles au niveau de la croissance, certaines études disaient. Après, voilà quoi. C'est compliqué, je trouve, le monde des études scientifiques parce que des fois on découvre que certaines ont des intérêts un petit peu cachés ou alors des fois on découvre que c'est fait sur une population très très restreinte donc voilà quoi. Je vais pas non plus j'ai pas non plus envie de trop en faire un argumentaire mais voilà quoi. Je pense que chacun a ses avantages, ses inconvénients. Mais voilà, en tout cas pour revenir au traitement du coup de la Ritaline que
que je prends aussi. Voilà, c'est pas... Oui, et justement, on Ouais. comparait comment on réagissait au Mm. traitement. Parce que du Oui, coup, donc toi, ça fait plus d'1 an que tu le prends. Moi, je le oui, prends que depuis mi-février. Et c'est vrai qu'on comparait justement nos expériences sur oui. voilà, comment on gérait justement les dosages. Moi, je suis encore dans la Mm. phase d'expérimentation, en fait, à voir Mm. comment je peux utiliser les dosages, les différents dosages dans différentes situations et tout ça. Mm. Et que voilà, au bout d'1 an, Oui. forcément, le truc est un peu plus rodé, quoi. Par rapport au sommeil Mm. aussi, des choses comme ça, par Oui. rapport à la tension cérébrale que ça Mm. procure en fait. C'est pas forcément comme si ça changeait totalement notre personnalité, mais en même temps, d'être une personne légèrement différente 8 heures par jour, Mm. ça affecte quand même la personnalité d'une certaine façon. Et j'ai eu des gens de mon entourage qui m'ont dit t'es plus posée, ou alors j'ai l'impression que tu m'écoutes un petit peu plus pendant que depuis quelques temps. Et du coup, enfin en dehors des petites choses comme ça, en fait, je vois moi clairement, même au niveau du travail en fait, ou des choses comme ça, je vois une très très grande différence. Et du coup, ça change ma perception de moi-même, la façon dont j'organise mes projets, la façon dont je me projette juste tout Mhm. simplement dans le futur par rapport à ce que je peux réaliser tout simplement. Euh, et voilà quoi, par rapport à ma gestion de mon énergie, de ma journée, ça affecte plein de choses, c'est Mhm. sûr. Oui, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment... bon, on a un peu digressé, pardon. Mhm. Pour moi, c'est vrai que j'ai vraiment senti que ça me donnait la main sur le curseur, en fait. Je pouvais doser un Mhm. peu mon attention, je me sentais moins dispersée. Ça m'a aidé aussi par rapport au sommeil, parce que j'ai toujours eu des problèmes d'endormissement et de sommeil. Et c'est vrai que là, pour le coup, je dors quand même beaucoup mieux et je m'endors plus facilement depuis que j'ai commencé le traitement et que j'en prends quasi quotidiennement. Mhm. Donc ça a été un gros game changer aussi, parce que c'est vrai que le manque de sommeil et la mauvaise qualité de sommeil, ça n'aidait pas du tout mon cas. Mhm. Et ça m'a beaucoup aidé pour ça, et ça m'aide aussi à envisager en fait certaines choses dans ma vie qui pour moi n'étaient pas envisageables ou ne Mhm. l'étaient plus. Parce que c'est vrai que moi, en tout cas, comment je vis le TADA, c'est beaucoup de surstimulation, je me sens beaucoup submergée partout, quasi tout le temps, en fait, je me suis rendu compte. Et là, récemment, donc j'ai dû reprendre un travail en présentiel. Et c'est vrai que pour moi, c'est challengeant, voilà, d'être entourée de gens tout le temps, dans les transports, au bureau. Il y a l'imprimante qui se déclenche toutes les 30 secondes. Il y a plein de petits trucs comme ça qui viennent titiller sur les cordes de mon cerveau là. Et heureusement que j'ai la Ritaline, parce que je pense que vraiment là pour le coup sans la Ritaline c'est pas une option que j'aurais envisagée, Mhm. ne serait-ce que temporairement. Et d'ailleurs quand je regarde en fait mon historique professionnel ou même les études, le taf qui pour moi j'ai pu garder le plus longtemps, je l'ai gardé le plus longtemps parce que j'ai été en télétravail les 3 quarts du temps Mhm. pendant le Covid en fait. Ouais. Tous les autres ont duré quasi moins d'1 an parce que justement j'arrivais pas à tenir ce 9h-5h entre guillemets de bureau dans les open space, parce que ça me fatiguait vraiment, ça me Mhm. drainait de ouf. Et donc maintenant que j'ai cet éclairage du TADA, voilà, je vais pouvoir mettre certaines choses en place euh, pour trouver une solution plus pérenne et plus respectueuse de mes besoins sans totalement fermer le tuyau de l'argent et du travail, quoi, tu vois. Mhm. Bah oui, je trouve que c'est très intéressant. Et pour revenir un petit peu sur le côté de chemin du diagnostic, en fait, je pense que c'est assez intéressant de voir un petit peu toutes les... en général, ce qui mène aussi à ces diagnostics à l'âge adulte. Euh, des fois, c'est un petit peu l'entourage. Il y a des fois des gens aussi qui témoignent que c'est leur psy qui les dirige en leur disant par rapport à tout ce que vous me racontez, ça me fait penser à ça, ça, ça. Mais il y a plein de gens en fait qui juste sont en friction comme ça tout le temps dans la journée et qui se rendent pas compte justement de ces aspects de friction, juste parce que on n'est pas entraîné à être renseigné sur les neurodivergences de façon générale, même juste dans une optique de lutte contre le validisme entre guillemets. On n'est même pas, même enfin, on va dire que les neurotypiques en comparaison des neurodivergents, personne n'est entraîné à prendre soin et à accommoder ou à même à s'intéresser
et à comprendre un petit peu le genre de questions qu'on peut poser à une personne neurodivergente, divergente, ou même juste essayer de ne pas assumer que la personne en soi, en face de soi, oh là là, est justement neurotypique, enfin voilà, il y a plein de... Il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et sur lesquelles peut-être le côté peut-être validisme et accommodation pour aller peut-être faire un autre truc un petit peu séparé parce que je pense que c'est très intéressant et ça touche plein de sujets donc je pense que ça mérite un petit peu aussi peut-être son espace. Mais ouais, moi j'ai pensé en fait et par rapport à ce chemin, enfin moi je fais des recherches depuis 2015, j'ai noté. Parce que du coup, c'est une époque où j'ai eu un colocataire assez neurodivergent. Du coup, pas forcément dans le TDAH, mais en tout cas qui avait fait un petit peu son propre chemin dans sa neurodivergence à lui. Et du coup, ça m'a fait déjà faire des recherches à ma propre initiative pour comprendre un petit peu son trouble. Parce que comme on était en colocation aussi, du coup, ça me permettait de voir un petit peu l'ensemble et en plus des questions que je pouvais lui poser, de juste pas forcément être... de préparer un petit peu le terrain en fait et de me dire ça c'est normal pour lui ou alors ça c'est un petit peu plus inquiétant, il faut que je fasse attention à lui ou alors enfin voilà quoi, de toute façon quand on sait pas grand chose c'est bien de se renseigner et du coup ça m'a fait regarder des choses un petit peu pour le DDH. C'est vrai que du coup, mes recherches, en fait, elles ont commencé, mais par toi, en fait, parce que je me suis dit, non, mais en fait, là, je vois une liste de trucs, je suis en mode, waouh, mais en fait, mais c'est trop Adélie, ça. Ah, donc en fait, c'était moi qui t'a... Oui, je te l'ai dit déjà, mais en fait, j'avais oublié. mais en fait, tout comme ça, je suis là en mode, waouh, ça ressemble vachement à Adélie, tous ces symptômes et tout. Moi, pas vraiment, mais, mais du coup, ça ressemble vraiment à Adélie. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était des choses qu'on avait en commun. Donc voilà, quoi, j'ai peu à peu fini par orienter. Bon, c'est une période aussi où moi je crois que c'était vraiment compliqué comme période pour moi aussi, donc j'étais pas forcément capable d'avoir ce retour, ce regard sur moi-même. Voilà, ce qui est tout à fait ok. Et en fait, en sortant peu à peu de plein de choses personnelles, je me suis dit, ça me correspond. Et même en fait, par rapport au côté de galérer à sa vie d'adulte, d'avoir des difficultés comme ça qui font boule de neige au fur et à mesure qu'on n'arrive pas à les résoudre et pas à les adresser au moment où elles arrivent. En fait, je pense que c'est pour ça que il y a certains adultes qui craquent. Et c'est souvent entre les 2 et 5 ans après les études parce que c'est une période où on est censé être plus dans le travail, il y a moins d'indulgence aussi par rapport à notre statut, par rapport aux structures dans lesquelles on navigue en fait de façon professionnelle. On ne peut pas juste avoir des mots du médecin ou des mots des parents pour expliquer qu'on n'est pas venu parce qu'on avait une migraine ou qu'on était trop fatigué ou des choses comme ça. En fait, dans le milieu professionnel, si on se pointe pas au taf, au bout d'un moment, les RH ils sont là en mode excusez-moi, est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir un taf? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Des choses comme ça. Donc ouais, ça peut déboucher sur des choses vraiment très 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 différentes. Donc voilà, c'est un petit peu... Voilà, c'est pour revenir, pour boucler sur le début du chemin. Et bon, après, voilà, quoi, j'ai fait... au bout d'un moment, j'en pouvais plus et du coup, j'ai fait ma propre démarche. Et du coup, ça, pour le coup, c'était très 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 rapide. Ouais, toi, ça s'est bien passé. Ouais. Parce que je crois que c'était quoi, en décembre 2022, j'avais vu une psychologue parce que j'avais un peu plus de fatigue psychique. Et elle était là, non, là, vous êtes en dépression, machin et tout. Et j'étais en mode, non, en fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et j'ai juste besoin d'en parler. Et si j'en parle dans mes cercles proches, même si c'est compris et entendu, en fait, ils peuvent pas faire grand-chose. Et là, je pense que j'ai besoin juste d'aide pour comprendre comment je suis aussi fatiguée, tout en ayant mon cœur
à la bonne place, d'une certaine façon. Parce que c'était pas un souci, je venais de commencer un travail que j'aimais bien. Et du coup, il n'y avait pas cette sensation de... De pas être sur son chemin de vie, en quelque sorte. Bah, en tout cas, je me sentais pas... Je sentais que j'avais eu le cœur brisé professionnellement à l'été. Mais du coup, je commençais un petit peu à m'en remettre, ou en tout cas d'être dans une phase d'acceptation. Et je sentais que ça me causait pas cette fatigue en fait. Ça me causait forcément une sensation un peu de deuil, mais c'était pas la cause de cette fatigue et j'arrivais pas à l'identifier à part de me dire que ben, je la ressentais d'une certaine façon, ce genre de fatigue depuis bien longtemps dans des circonstances très très différentes à chaque fois. Et c'est ça qui m'a poussée à lui dire... Bon, à un moment donné, ben, je l'ai juste vue 3 fois. Elle m'a donné une référence d'une psychiatre. Et au début, j'étais là, bah non, je vais pas prendre cette référence. Et après, je me suis dit, ah, attends. et c'est là que je me suis dit, bah en fait, parce que c'est extrêmement difficile. Là, on parle en 2025. Mais que ce soit grande ville, petite ville, c'est extrêmement difficile. D'avoir quand même dans un pays en mode aussi dont on chante les louanges en termes de sécurité sociale, médicale et tout, que la France. J'ose même pas imaginer, enfin j'imagine au sens où je vois les témoignages d'autres gens dans d'autres pays et tout, où c'est 2, 3, 4, 5 ans d'attente, c'est atroce. Et du coup, bon, en France, ça peut être ça aussi, justement, bah, si on n'est pas référencé. Donc, à un moment donné, bah, j'ai pris mon courage et mon classeur à deux mains. Et voilà quoi, il fallait au moins autant de mains quoi. Mais voilà, j'ai un petit peu pris tout ça et je suis allée voir cette psychiatre en lui exposant ce que moi je pensais être, comment dire, mon hypothèse sur mon état. Et du coup au début elle était là, je sais pas trop, enfin voilà quoi, elle était pas hyper convaincue. Et après j'ai passé le test, du coup la diva, et là elle était... Ah, et ben, effectivement, vous avez... Pardon, pardon la pauvre... Non, mais en plus, ça me dit que ça s'appelle la diva, quoi. DIVA. Et du coup, ouais, elle était un petit peu... elle était surprise. Enfin, voilà, quoi, elle était en mode... Ouais, je pensais pas, mais du coup, apparemment, vous êtes... on va dire, sur... vous êtes détentrice d'un trouble de l'attention du coup combiné, donc avec hyperactivité et inattentivité, ce qui donne combiné, avec une expression de moyenne à sévère. Ouais, donc effectivement on va envisager un traitement si vous en avez envie. Et même en fait au niveau du... Enfin j'ai fait mon... C'est allé très vite après, voilà quoi, pour le cardiologue j'ai réussi à trouver... à m'insérer sur un désistement de quelque chose comme ça. C'est allé très très vite et pour le traitement, bon, dès le début elle m'a mis sur des doses très très faibles, bon voilà quoi. Alors, et du coup voilà quoi, moi aussi j'ai mis quelques mois aussi à comprendre un petit peu comment ça pouvait me correspondre, quel traitement était adapté, et peu à peu évoluer et me rendre compte aussi, enfin voilà, des fois j'ai un petit peu dû... pas forcément batailler parce que bon voilà quoi, elle est un petit peu molle dans sa résistance aussi, voilà quoi, elle est pas si submergeable que ça, mais bon, on va dire que la plupart des améliorations que j'ai reçues dans mon traitement ou dans la façon de s'adresser à moi même, c'est à chaque fois moi qui lui ai fait des remarques ou moi qui lui ai proposé des choses, parce que elle n'est pas forcément en force de proposition. Et bon, après je sais que c'est un médicament qui justement, plus on augmente les doses, plus on augmente les risques cardiaques et d'autres choses. Mais voilà quoi, enfin, elle n'a pas été forcément très force de proposition pour augmenter les doses. À partir du moment où je lui disais je trouve que c'est mieux, mais elle m'a pas proposé plus ou même encouragé, ou même me dire si vous voulez vous pouvez en prendre 2 en les espaçant pour tester. À chaque fois c'est moi qui me suis... Enfin, à un moment donné juste j'ai pris 2 fois 10 mg, j'étais en mode est-ce que je vais exploser ou pas, et j'étais là en mode ok je peux prendre jusqu'à 30. Non mais c'est ça en fait, le truc c'est qu'elle a pas trop balisé en fait le truc, et j'ai l'impression que souvent on arrive en sachant plus qu'elle. Et typiquement moi, quand je lui ai dit que je vivais pas la Ritaline, le traitement pareil à tel moment de mon cycle, genre pendant que j'ai mes règles, tout ça, elle a dit ah ouais c'est intéressant ça, je vais le noter.
Et moi, j'étais outrée parce que dans ma tête, c'est des choses qu'elle devrait savoir. Alors après, à sa défense, je sais que... Instagram, c'est mieux presque. Limite, Instagram, c'est presque mieux, mais après, c'est vrai que le Non, truc avec le TADA, aussi. on en parlera aussi, mais le truc avec le TADA, c'est que déjà, faut savoir, en très bref historique, c'est qu'on a commencé à rechercher ça sur les femmes que dans les années 90. Avant ça, c'était recherché que sur les garçons, si je me trompe pas. Et donc, du coup, ça change totalement la donne. Et moi, je sais que j'ai parlé à une personne qui a fait un peu d'études de psy dans les années 80, qui m'a dit, ah mais nous, on voyait pas ça du tout, machin. Je dis, ah bah oui, forcément. Et encore moins sur les femmes, quoi, tu vois. Mais c'est ça, et puis même en termes de sociabilisation, vu que c'est un trouble psychosocial, du coup, qui affecte la façon dont on a aussi de se présenter en société et d'interagir. Tout simplement, en fait, il y a en dehors de... Enfin voilà quoi, avec une très grande reconnaissance de la non-binarité, enfin voilà quoi, de la fluidité de genre, on va dire que si on prend le côté très, très binaire scientifique, c'est vrai que voilà quoi, les femmes avec de très gros guillemets ont une façon d'évoluer en société qui est différente et qui conduit de façon générale, même pour les femmes neurotypiques, à plus masquer notre personnalité pour s'accommoder de l'environnement, pour justement avoir l'air moins agressible, plus agréable, plus désirable, plus... qui prend moins de place en fait. Oui, c'est ça, et plus neutre, plus facile à vivre et tout. Donc voilà quoi, ça entre aussi dans cette sociabilisation en tant que femme avec gros guillemets quoi. Oui, puis de toute façon, il faut aussi garder en tête qu'on reste dans un contexte malgré tout de white privilege, c'est-à-dire qu'il y a plein de pays où vraiment avoir ce trouble-là n'est pas vécu pareil, n'est pas pris en main pareil, t'en as un peu parlé tout à l'heure, et c'est vrai que là on est vraiment dans un spectre de l'Occident quoi on va dire. C'est ça, et puis par exemple il y a différents degrés, même en termes d'agressivité, d'impulsivité, de prise de risque, et voilà quoi, il y a des... En termes de personnalité, peut-être que chez nous aussi, ça s'exprime pas forcément de façon très notable, ou en tout cas de façon très disruptive par rapport à la société dans laquelle on évolue. Après, en soi, on est quand même sur, mettons, des profils assez créatifs et artistiques, toutes les deux. Oui, donc ça se passe dedans, quoi. Voilà, quoi, je pense que notre disruptivité sociale, elle est là-dedans. Oui, elle est cachée, enfin, elle est mise sous ce label-là, quoi. En tout cas, ça fait qu'elle est plus acceptée dans ces milieux-là. D'ailleurs, on voit très bien que dès qu'on est déplacé dans d'autres milieux, où justement il y a plus cette neutralité de personnalité qui est préférée, à chaque fois, on suffoque. On suffoque, et même en fait, les gens autour de nous font... Enfin, moi en tout cas, je sens très clairement que je déborde complètement et que je suis... tout de suite très difficile à gérer en termes de personnalité, alors que moi je fais de mon mieux pour m'accommoder, mais je sens que je suis très disruptive justement dans les milieux où il faut une personnalité plus neutre. Je ne peux pas accommoder cette neutralité, et du coup à chaque fois ça me fait revenir et considérer des options plus créatives ou artistiques dans le milieu professionnel, parce que c'est des milieux dans lesquels j'ai besoin juste de moins masquer, c'est moins fatigant. Mais le problème, c'est que je me sens plus acceptée aussi, oui. même ça crée plus de communauté, parce que sinon dans les autres, je me sens vraiment détonnée dans le paysage et tout, je me sens comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est là qu'on voit le manque à gagner, un des manques à gagner qu'il y a dans la société, parce que du coup, ça force un petit peu, selon moi, à une sorte de ping-pong entre, justement, aller vers des métiers qui nous demandent pas d'avoir l'impression de mourir et nous ressourcent quand même et nous vident pas totalement, mais qui en général ne payent pas beaucoup, parce qu'ils sont créatifs, et les métiers créatifs de façon générale, ça paye pas des masses dans nos sociétés, c'est pas évident. Et voilà, de faire le ping-pong entre cette situation-là et une autre situation où on va avoir un peu plus d'argent, où ce sera plus un travail classique, voilà, on va dire de bureau ou quelque chose comme ça, mais du coup on va souffrir aussi de ce contexte-là. Donc en fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment une souffrance un peu partout où on va, parce que parce qu'on est dans une société où il faut gagner de l'argent, mais du coup la façon de le gagner, avec ce qu'on a, j'ai l'impression que ça crée vraiment un obstacle supplémentaire à un truc pérenne et stable en fait, tu vois. On pourra en parler un petit peu plus aussi dans peut-être la partie accommodation, validisme et tout, mais quel que soit le milieu, et même si, mettons, on se trouvait avec une neurodivergence qui est adaptée à justement ces endroits où il y a moins besoin d'une diffusion de personnalité, ou même que ça se présentait pas comme ça chez nous, en fait, il y a un coût
extrêmement fort qui est placé sur les personnes neurodivergentes, qu'elles le veuillent ou non, un petit peu comme, mettons, la taxe rose pour les porteurs d'utérus, voilà, qui est juste indéniable en fait, et même... voilà quoi, les personnes qui se présentent de façon féminine, bah voilà quoi, si on n'est pas maquillé, si on n'a pas des habits propres, neufs, voilà quoi, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on est obligé d'investir pour créer une valeur, une valeur sociale en fait, et augmenter notre valeur sociale, tout simplement, que plein de personnes présentant hommes n'auront peut-être pas forcément ce même degré d'exigence, ou que entre eux en tout cas ils seront plus flexibles, alors que voilà quoi. Mais les attentes sont pas les mêmes quoi. Oui, c'est ça, et puis voilà quoi, on va dire qu'un homme white cis et tout, il attend pas qu'un autre homme white cis soit désirable pour lui. Par contre, si sa collègue femme entre guillemets se présente pas forcément de la façon dont il l'attendait, il va lui faire remarquer quoi. En tout cas, il se peut que sa valeur professionnelle soit dégradée par sa présentation. Enfin bon, anyway. Donc voilà, il y a des coûts, on va dire. Et si vous voulez, on pourra les explorer. Enfin moi, en tout cas, j'ai que vous le vouliez ou non. Moi, je pense que c'est intéressant de les explorer. Oui, du coup, le coût du handicap, tout simplement, et le coût de la neurodivergence dans notre contexte actuel. Voilà. Ouais, en 2025 du coup, en France. Voilà. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai qu'après en démocratie, soi-disant. entre très gros guillemets. Entre très gros guillemets. Oui, après, de toute façon, bon là, il y a plein de choses à dire sur le TDAH. Là, c'est vraiment juste un épisode un peu d'introduction. On parle un petit peu comme ça, mais on ira un petit peu plus en deep dive sur certains sujets. Peut-être qu'on définira le concept de TDAH. Oui, c'est vrai qu'on l'a fait. Mais bon, voilà. Non, mais après, de toute façon, je pense que c'est suffisamment un peu connu. Je vais le mettre dans la barre de description. Mais en gros, voilà, c'est un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, hein, pour dire très rapidement. Souvent, c'est vu comme un déficit, mais sauf qu'en fait, c'est pas qu'on a un manque d'attention, c'est juste que vraiment, l'attention, elle part partout et qu'on a du mal à la contrôler. Bah ouais, je sais pas, est-ce que tu veux que je donne un petit peu une oui, tu peux donner une petite mais parce que du coup, cette question de l'attention, et je pense que c'est assez intéressant aussi, parce que c'est discuté, entre guillemets, pas forcément... comment dire, c'est difficile de renommer les choses et d'atterrir à des consensus. Mais surtout quand c'est aussi récent. C'est ça, et puis en fait, juste comme c'est globalisé, en fait, que même les recherches sont globalisées, c'est difficile de changer le nom des choses et tout, mais il y a beaucoup de... il y a beaucoup de remarques sur le fait que le concept d'attention, en fait, il est beaucoup trop restrictif par rapport à l'expression on va dire, des cases cochées qui correspondent au TDAH ou TDA, si on reste juste dans le trouble de l'attention. Et en fait, pour rester très très simple, ça a beaucoup à voir avec la production de dopamine et les neurotransmetteurs associés. Et du coup, c'est ça qui fait cette dopamine, en fait, qu'elle soit produite en moins grande quantité ou qu'elle reste moins longtemps dans les transmetteurs, bah, ça fait qu'elle est là pour signaler qu'on doit détourner notre attention pour aller vers autre chose, parce que voilà, c'est vraiment chasseur-cueilleur en mode la dopamine, elle est là pour me faire justement remarquer s'il y a un animal qui se présente, elle est là pour me signaler que j'ai faim et que je dois atteindre ce besoin. Est-ce que je dois bouger? Est-ce que je dois aller vers autre chose? Et c'est de la curiosité aussi, tout simplement. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui découlent en fait de la dopamine, et on va dire que par rapport à un profil neurotypique où il y aurait on va dire une quantité base avec des neurotransmetteurs d'une qualité base, on va dire, bah, une personne avec un profil de TDA va avoir justement une quantité moindre de dopamine qui est produite et ou des neurotransmetteurs qui gardent cette dopamine moins longtemps. Donc du coup, ça fait qu'on est tout le temps en train d'en chercher et qu'on se laisse déconcentrer, entre guillemets, par notre environnement. Oui, c'est ça, c'est le contrôle est hyper minime, et c'est là qu'intervient le traitement de Ritaline. C'est ça qui fait que la dopamine reste plus longtemps dans les neurotransmetteurs, et que du coup, on n'a pas besoin de changer d'activité tout le temps pour
pour renouveler en fait ce stock de dopamine parce que ça reste plus longtemps, donc il n'y a pas de petite clochette d'alarme qui est sonnée. Oui, Voilà. c'est ça, puis ça permet d'être un peu Voilà, plus concentré. Voilà, parce que juste, on n'a pas besoin. On a besoin c'est ça. de détourner notre attention, tout simplement. Sachant que, aussi petite parenthèse, le TADA c'est considéré donc comme un handicap psychosocial, Charlotte l'a dit plus tôt, mais c'est dans le contexte de notre société. Si on sort de ce contexte-là, c'est pas vraiment un problème, et au contraire, à l'époque, bon il y a très longtemps, c'était un avantage limite d'être comme ça, parce que ça assurait une certaine survie, on va dire. Donc en soi, c'est un handicap dans cette société-là, mais c'est pas nous, c'est pas nous le problème en fait. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus apparent, je trouve, et je pense qu'on verra ça du coup dans l'épisode d'après sur du coup comment l'entourage a reçu le diagnostic et tout, parce que je pense que ça prendra trop de temps là, parce que du coup en fait ça calque sur nous des perceptions erronées. Parce que, même typiquement... Parce qu'on n'est pas des gamins de 5 ans qui lancent des chaises, voilà. Ça, ou alors, est-ce que juste t'es pas rêveuse, ou alors, voilà, t'as un manque de concentration, il y aura toujours des choses qui vont remettre en cause, et ce qui est souvent récurrent, et que j'ai confirmé avec mon expérience, c'est que toute notre vie, on va nous dire qu'on n'est pas normal, entre guillemets, et en soi, pour moi, c'est pas un problème, c'est limite un compliment, et à partir du moment où t'es diagnostiqué, de suite les gens vont se dire mais non mais t'es tout à fait normal, pourquoi t'en fais des tonnes, machin, il y a un peu ce genre de réaction là, donc on reviendra dessus, mais je tenais à le rappeler, parce que je sais que moi au début j'étais beaucoup focusée sur cette étiquette de handicap, et j'avais pas envie de m'identifier comme une personne avec un handicap, même si c'est pas un handicap, j'ai tous mes membres par exemple, c'était un label qui a créé un peu de résistance chez moi, tu vois. Alors qu'à la base, alors oui, c'est pas évident de le vivre tous les jours, on va pas se mentir, mais c'est pas une fatalité non plus, quoi, on va dire. Ça c'est très chouette de l'aborder dans le côté validisme, qu'il soit internalisé ou pas, quoi. Et, oui, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'on le refera, donc on fera un épisode là-dessus. Si les personnes qui nous écoutent ont des questions, ont besoin de précision, mettez-les dans les commentaires. Je sais que cet épisode n'avait pas vraiment de structure à proprement parler, mais on peut se refaire ça, si ça vous intéresse, on peut faire un deep dive structuré, voilà. C'est ça, et même si jamais aussi, bon, là j'imagine qu'on va même peut-être faire et enregistrer et sortir des épisodes sans trop demander votre retour, mais si même au fil du temps, en fait, n'hésitez pas à commenter, même si vous voyez que c'est sorti peut-être il y a un mois, quelques semaines et tout, n'hésitez pas, parce que si jamais vous voulez, et je pense que toi tu serais ok, ce serait... On peut aussi enregistrer peut-être aussi une Q&A en fait. Tout à fait, oui, j'avais en tête. Pour avoir un format un petit peu plus long en fait, et comme ça nous on peut avancer aussi sur ce qu'on a envie de dire au niveau des parties, et voir un petit peu, et même voilà quoi, s'il y a des gens qui veulent peut-être juste même témoigner en fait de leur expérience, c'est très précieux en fait, parce que bon voilà qu'on est dans une société assez qui valorise, c'est ça, et qui valorise l'individualisme. Mais au final, et là avec les réseaux sociaux, de toute façon ça se voit très très bien, il y a beaucoup plus de gens qui sont diagnostiqués. Pourquoi ? Parce que ils ont accès à l'information, et surtout en fait ils comprennent qu'ils sont pas seuls. Parce que des fois juste en voyant l'information de façon claire, moi je l'ai vu en 2015, j'avais pas vraiment de réseaux sociaux actifs, ou en tout cas ça avait vraiment pas la même forme qu'elle a actuellement. Du coup je me serais pas forcément identifiée juste en regardant des articles médicaux ou des choses comme ça, ou de recherche, ou en voyant juste des sites, même si juste on va sur le site Amélie de la sécurité sociale française, enfin voilà quoi, c'est vraiment juste, ça concerne que les enfants quasiment. Pour les adultes ils sont là en mode consulter professionnel, vraiment si j'avais eu juste ça comme ressource, jamais je me serais sentie concernée en fait. Oui, c'est facile en plus de pas se sentir concerné pour plein de raisons, mais donc vraiment voilà, peu importe à quel moment vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à vraiment laisser un commentaire. Je vais laisser aussi mon adresse email si vous voulez me parler de façon plus anonyme et plus privée. Tout restera entre nous évidemment. Alors je suis pas une experte, mais ça peut être un partage juste d'une personne avec un TADA à une autre personne, et partager ses expériences, ses ressentis, et même ses aventures, parce que moi je sais que c'est vraiment important de resserrer les rangs sur cet aspect communautaire et de déstigmatiser, et ça peut créer des
des chemins de solution, des choses comme ça. Et par exemple, moi je serais vraiment tentée des fois de juste voir qui peut t'aider, d'aller poser des questions en mode comment, par exemple, une personne qui a réussi son business en ayant un TADA, vraiment, je veux lui poser la question comment t'as fait en fait, parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment le struggle de ma fucking life. Enfin voilà, donc vraiment, hésitons pas à partager nos expériences parce que ça peut nous enrichir les uns les autres. Ah bah, c'est hyper ça. Voilà quoi. Tout à fait d'accord. Voilà, est-ce que tu as des dernières choses à rajouter? Non, c'est bon, j'ai bien yappé. on a bien yappé. Je suis fière de nous parce que franchement, on est toutes les deux ritalinées présentement et on a réussi à garder ça en 1 heure. Et je pense qu'on n'est pas trop... On a été un peu tame, je pense que ça va. Donc voilà, bah écoutez, merci de votre écoute. N'hésitez pas, encore une fois, voilà, à prendre contact. Et puis bah, on se voit Enfin, on s'écoute au prochain épisode, du coup. Allez. Voilà. Je sais pas quand il sortira, les gars. Hein, Tada oblige, on va dire, ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est une série qui me tient à cœur. J'ai mis du temps à m'y mettre parce que j'avais besoin moi-même d'appréhender un peu plus le sujet de façon personnelle. Mais là, ça y est, je me sens prête à en parler. Donc je pense que les prochains épisodes seront pas mal là-dessus. Ouais, c'est un bon cachalot quoi. Ouais, c'est un bon cachalot, il y a de quoi traire la vache là. Donc voilà, pour l'instant, l'Authentique Podcast, je pense que ça va être un peu la thématique, on va dire, phare de la saison 2. J'essaierai d'introduire évidemment d'autres sujets avec d'autres personnes, d'autres invités, dans la mesure du possible. Voilà. Et ben voilà. Très bien, merci chat. Avec plaisir. Bonne... Bye.